we declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Attendez, André, parce que vous vous souvenez de la fameuse phrase de Rocard qui est toujours à peu près citée, à peu près tronquée, etc. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Vous dites, si j'ai bien compris, vous nous dites, vous ne pouvez pas nous laisser toute la misère du monde. Hein. Alors, expliquez-moi, comment vous ressentez? Je voudrais dire d'abord que tout cela procède d'une telle arrogance et d'un tel nombrilisme. Français. Français. Ou, comme vous l'avez dit, je n'ose pas croire qu'il y a eu une si profonde méconnaissance de l'histoire de la France par les chantres de l'immigration choisie et autres. Et non seulement son histoire, mais le sens de la présence actuelle de la France dans le monde. La France ne jure que par son rayonnement culturel et son expansion économique. Mais au détriment de qui? Vous cultivez chez l'autre dès le berceau. C'est l'invitation au voyage. Nous, France, la belle, la riche, et la libre, la démocratique. Et c'est vous qui nous servez cela, dès le berceau. Mais vous battez... Nous créons le désir chez vous. Absolument. Ouais. Bec et ongle, vous battez en Afrique et dans le monde pour votre présence dans le cadre, en fait, une France compétitive. Ce qui veut dire, vous inondez nos marchés avec vos restes. Vous détruisez nos économies. Nous partons de pays totalement désintégrés, par des réformes subies. Qui parle de choix? Mais est-ce que la France doit être la seule à avoir le privilège du choix? Mais c'est cela qui est incompréhensible. Ah, comment vous voyez la où sommes-nous? Pourquoi ils s'autorisent? Pourquoi c'est la France qui doit choisir? Toujours, depuis tout le temps. Au détriment de qui? Et cette loi permet aussi de légitimer la traque et la chasse aux Noirs à Ceuta et Melilla. Ceux qui meurent aujourd'hui dans l'indifférence générale. Mais bien sûr, cette loi va autoriser justement davantage de durcissement. Je regrette. Aujourd'hui, l'Europe est en train de mettre un fric fou dans la construction du système de surveillance pour que nos jeunes, vous parlez de vos jeunes, mais ils ont les mêmes droits que les nôtres. Ceux qui se font tuer à Ceuta et Melilla, ils ont le même âge que ceux qui étaient au cœur du débat sur le CPE. Alors que veut la France? Elle se ferme sur elle-même. Elle arrête d'être le chantre de la mondialisation néolibérale. Elle cesse de l'imposer à l'Afrique, mais elle ne peut pas être jugée partie, pillée d'une main et chassée de l'autre. Merci, madame. Je m'étonne du manque de rigueur dans l'analyse sous-jacente à toutes ces thèses. Et la double responsabilité de la France dans le pillage des économies africaines. Non, franchement, non, on peut pas, c'est trop facile de nous donner l'impression que, parce qu'elle est pauvre, comme si naturellement ça va de soi la pauvreté de l'Afrique, donc ils viennent parce qu'ils sont pauvres. Non, vous n'avez jamais dit ça. Mais assumez vos responsabilités. Vous avez fait subir à l'Afrique en général et à l'Afrique francophone en particulier des politiques néolibérales et qui sont contestées ici. La France est plus puissante en Afrique qu'en France et sans résistance, avec la résistance en moins. Mais qu'est-ce que vous craignez? La France fait ce qu'elle veut en Afrique. Ça passe comme dans du beurre. Non, je m'excuse, monsieur. Laissez-moi parler. Le Chirac voyage sans arrêt avec des chefs d'entreprise qui font la pluie et le beau temps en Afrique. Alors vous vous étonnez, comment se fait-il que Dagris tire plus de profit du coton malien que le fils du paysan qui se fait chasser ici? Est-ce que la France a une plantation de cacao? Où sont les champs pétroliers de la France? Mais quelle est cette France qui réussit, qui ne rêve que de croissance et de compétitivité et qui pousse dehors, justement? Mais chaque émigré ou migrants est un riche, ils sont potentiellement riches. Ces gens sont immensément riches. Vous les appauvrissez et vous les chassez et ça n'honore pas. Monsieur Boisguel, vous aimez l'Afrique. Je pense que vous aimez l'Afrique. En l'occurrence, vous qui aimez l'Afrique. Vous organisez la chasse. Et qui la connaissez. Vous qui me parlez des jeunes. Mais l'école. Mais franchement, apprenez votre histoire. Je ne parle même pas du passé. Mais étudiez davantage la coopération. Et quelle est la politique? Non, ne soyez pas... Je pense que sur ce point, nous sommes complètement d'accord. Ne vous cantonnez pas sur la politique intérieure de la France. Essayez de voir un peu à l'extérieur ce que vous faites. Je peux répondre à Mme Le dégât. Vous dégâts à l'extérieur. Je vais vous dire quelque chose. Et au niveau de l'école. Moi, je vous parle des universités africaines qui n'ont pas d'existence. Vous avez tout à fait raison. Mais quand vous parlez de vos jeunes, je vais vous dire pourquoi. J'ai 29 ans. Je suis profondément européen. Mais pas cette Europe
mondialiste, ultralibéral, qui est en train de piller les richesses dans tous les pays du monde. Voilà par exemple, pas facile. Le positif du nazisme en Europe. Qu'est-ce que les Européens pensent de cela? Il dit que le principal, on est quand même sur les aspects positifs. Hein? Oui, absolument. Audrey Pulvar. Personne ne vous demande, en tout cas, de ce côté de la table, de réduire Louis XIV au code noir. Personne ne dit qu'il ne faut pas commémorer Austerlitz. Je ne sais pas, la décision... Oui, mais il n'y a pas des gens... Quelle est la légitimité de ces gens-là? Quelle est la légitimité? Madame Taubira, je peux vous poser une question. Je vous en prie, manifestement, vous êtes venu exclusivement pour ça, mais très volontiers. Non, parce que c'est une question qui brûle ma curiosité. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé en Vendée relève d'un crime contre l'humanité? Je vais vous dire très sincèrement que je n'ai pas étudié. J'ai discuté avec M. Lucas, qui est vraiment pas du même bord que moi sur n'est-ce pas, sur les bancs de l'Assemblée, mais nous parlons en toute civilité. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner des références d'un ouvrage pour que je sache ce qui s'est passé en Vendée. Je ne sais pas. Il se trouve que je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je n'ai pas d'avis là-dessus, monsieur. Et voilà, je ne comprends pas tout à fait le sens de votre question. Par contre, j'ai pas compris. J'ai très bien lu, vous faites l'éloge de Marat. C'est ça. C'est juste une association. J'ai pas fait l'éloge de Marat, je fais une citation de Marat. Et vous n'allez pas faire chacun ses victimes. Et je dis, non, voilà, c'est absolument ridicule. Non, c'est pas ridicule. Vous dites, on a réduit. Vous dites, j'ai très bien lu votre livre. Vous dites, on a réduit Marat à l'assassinat de Charlotte Corday. Vous l'avez lu avec tellement de préjugés, monsieur Paoli, c'est manifeste. C'est manifeste, avec énormément de préjugés. J'avais un préjugé très favorable. Alors, je croyais que vous étiez au Parti radical socialiste, qui est un parti ultra-républicain. Excusez-moi, que j'ai certainement pas de leçon de républicanisme à recevoir de vous. Par contre, je peux vous expliquer comment les sociétés libres de nègres marrons ont enrichi la République. Et comment les esclaves des anciennes colonies, qui sont quand même restés des citoyens colonisés pendant un siècle, outre-mer, pendant un siècle, citoyens colonisés, comment ils ont enrichi la République, et notamment sa devise liberté, égalité, fraternité. Je peux vous raconter ça toute une nuit, si vous voulez. Alors, par contre, d'un mot... de négrier dans ma généalogie, madame. Mais monsieur, attendez, sortez un peu de la défensive. Il n'est pas question de vous. Je ne vous connais pas. J'ai lu votre livre. Votre livre, chaque chapitre est une querelle avec je sais qui, querelle avec ceux qui pensent que les antisémites sont seulement l'extrême droite, querelle avec ceux qui s'interrogent sur les rapports entre l'OAS et le SAC, querelle avec ceux qui disent que De Gaulle a été trop clément avec Pétain. Vous êtes en querelle avec tout le monde. C'est votre problème. Vous mettez assez de repentance. Mais d'abord, je vous regarde, je me regarde, je ne sais pas ce que je pourrais bien faire de votre repentance. Mais mieux, je ne vous l'ai pas demandé. Et puis en plus, on ne la demande même pas à ceux qui éventuellement pourraient la formuler. Et si même si vous l'offriez, on n'en aurait aucun usage. Donc essayons d'avoir un débat intelligent, essayons d'apporter une contribution, et puis bon, je ne suis pas là ni pour gérer vos états d'âme, ni pour exposer les miens. Monsieur Clément. Aussi de faire passer le parti communiste. Ça, c'est pas pour le faire. Enfin, moi, je veux pas porter la banlieue sur mon dos, représenter la banlieue, tout ça. En même temps, c'est ce qui s'est passé avec les émeutes. Oui, mais toutes les interviews sont dirigées vers vous. Bien sûr, c'est vrai. J'ai quelque peu été des fois instrumentalisé, mais c'est pas grave parce que ça me permettait de dire ce que j'avais envie de dire et juste d'humaniser les choses et que en banlieue déjà, il n'y a pas que des jeunes parce qu'on parle beaucoup de jeunes et tout, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des parents. Et vous avez rappelé aussi que les voitures. La question de fond, ce qu'il est en train de dénoncer, c'est le fait qu'il y a un innocent qui est juste suspecté d'être et qui finalement est proclamé innocent et qui peut plus passer à la télé. Et de l'autre côté, un coupable. On enlève maintenant les terminologies. Ça, c'est une injustice flagrante. Si après vous vous arrêtez au terme pour faire vos choux gras au niveau de l'actualité, ça c'est un autre problème. Mais la question de fond, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures au niveau d'une réalité objective. Après qu'on mette des terminologies qui gênent, ça revient à cet appel. Il est temps de mettre un terme à la concurrence des mémoires. Parce que vous êtes sensible à cet appel-là. Il n'y a pas de concurrence, puisqu'il y a d'un côté une hypertrophie, de l'autre côté, il n'y a rien. Pas de mettre dans les manuels scolaires, il n'y a rien. Arrêtons de parler de compétition. De toute façon, d'un côté, il y a une hypertrophie, on ne parle que de ça, et de l'autre côté, il n'y a rien. Pas de film. Aucun film. 400 ans d'esclavage, ça concerne quand même l'histoire de France. Moi, j'ai été au CNC, on m'a dit, ça n'est pas un sujet de film. Comment se fait-il que ça n'est pas un sujet de film? Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous avons mis le doigt. Et je pense que Marc-Olivier Fogel est malheureusement le fusible cette approche-là pose un problème en soi. Entre le racisme et l'antisémitisme. Vous venez de le dire. Nous sommes français. C'est vous qui hiérarchisez, parce que vous êtes en train de me dire. C'est la question que vous venez de poser. Pourquoi une insulte antisémite serait plus sanctionnée qu'une insulte Comment se fait-il? Marc-Olivier Fogel aurait prononcé et aurait été condamné pour injure antisémite, il ne serait plus à la télé.
Vous le savez, vous comme moi. Comment se fait-il qu'il est condamné pour racisme anti-noir et qu'il est encore à la télévision? Et encore une fois, vous faites une hiérarchie entre les deux. Non, c'est vous qui faites la hiérarchie. Parce que moi, je suis en train de vous simplement de m'interroger. Il a fait 10 ans de scène avec son meilleur ami qui s'appelait Elie Semoun. Donc, je veux dire, quand on est... je pense que... Oui, c'est pas rien. Ensuite, il était antiraciste militant. Il s'est présenté à Dreux contre le Front National. Et il est arrivé à ces problèmes en critiquant, comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement l'État d'Israël, mais quelque chose encore de plus précis, la violence des colons extrémistes israéliens de la bande de Gaza, que d'ailleurs à un moment donné Sharon a délogé lui-même. Voilà, il a fait un sketch qui n'était pas forcément de grande qualité, mais que tout le monde aura oublié le lendemain d'ailleurs, si d'un seul coup il s'était pas engagé toute une espèce de machine liée à mon avis, un lobby communautaire puissant, et qu'effectivement l'ont traqué, menacé, harcelé, et quand on connaît... il y a eu un phénomène d'emballement là. Oui, et puis surtout on l'a interdit de jouer, on a agressé son public, on l'a menacé, on l'a attaqué, on a agressé ses enfants. C'est très dur de pas péter les plombs, et ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on ait pu faire d'un métis noir antiraciste le fils spirituel de Hitler en 3 mois par un énorme travail de harcèlement communautaire et médiatique, ce qui prouve qu'on peut... je veux dire, on peut faire avec n'importe quoi de n'importe qui quand on a les moyens et la volonté d'eux. C'est ça qui est très inquiétant. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas eu une association de comiques qui se soit créée pour dire on ne touche pas à un saltimbanque français, que tout le monde l'a lâché progressivement par lâcheté, qui s'est retrouvé tout seul, obligé aujourd'hui de jouer au Québec. Enfin, je veux dire que c'est un peu comme sous Staline, ce type-là. Aujourd'hui, on ne passe même plus de sketchs de Elie et Dieudonné dans les émissions comiques pour pas qu'on les voit ensemble et pour plus qu'on voit physiquement Dieudonné à la télé. Ça, c'est plutôt ça que je trouve inquiétant et sordide. C'est-à-dire que dès lors qu'il a compris qu'il était victime d'une injustice et que les antiracistes qui le tapaient sur l'épaule en disant t'es un bon nègre quand il faisait campagne à Dreux contre le Front National, dès lors qu'il a lutté pour les mêmes convictions pour les Palestiniens, les mêmes qui lui avaient dit qu'il était un bon nègre lui ont dit à ce moment-là qu'il était un sale nègre et qu'il était le fils de Farrakhan. Il s'est rendu compte qu'il avait été manipulé et pris pour un con, et ça l'a rendu, comment dirais-je, nerveux. Enragé. Voilà, un peu enragé. Mais je veux dire, c'est un mécanisme psychologique, non seulement qu'on peut parfaitement comprendre, mais je le trouve très serein et encore très généreux et très cool par rapport à ce qu'il a subi, car c'est un type, il suffit de le fréquenter physiquement d'une rare gentillesse et d'une rare humanité, et je pense que c'est tout sauf un salopard et un méchant. Et je me dis... je suis pas sûr que n'importe quel autre comique subissant le même genre de persécution et d'injustice s'en se serait sorti aussi peu atteint que lui, car s'il est resté le même, hein, il est sympa comme tout, il y a pas, je crois que ce type-là n'a aucune haine raciale, il en est incapable. Par contre, effectivement, il a une certaine dent contre un lobby communautaire puissant qui s'appelle, je pense, le lobby sioniste. Je veux dire, tout le monde a compris aujourd'hui que ça existait et que ces gens-là défendent des convictions qui sont les leurs, et la fin justifie les moyens, et ils cognent dur, quoi. Voilà.